Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce quatrième entretien croisé avec des directrices et des directeurs juridiques dans le cadre du club Legal Changer, qui a été créé par l'EDEC Augmented Law Institute avec le soutien de Septéo Legal Suite. Après les trois premiers webinaires ou les trois premiers entretiens où nous avons accueilli Eric Amar, Noémie Wallard, Sabine Legac, Alexandre Menet, Christelle Jaladi et Nicolas Martin, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être en face de Emmanuel Vaudoyer et Jonathan Marsh, à qui je vais demander dans quelques secondes de se présenter, de présenter leur direction juridique. Et puis je profite aussi pour remercier Emmanuel qui nous accueille dans les locaux d'Imeris, quai de Grenelle à Paris. Christophe, merci de m'avoir invité dans ce club des Legal Changers. J'en suis vraiment ravie. Ravie, Jonathan, de faire passer ce moment avec toi également. Donc, je suis Emmanuelle Vaudoyer, directrice juridique d'Imeris. Je suis également secrétaire du conseil d'administration et membre du comité exécutif. J'ai rejoint Imeris il y a 2 ans, donc relativement jeune dans mes fonctions chez Imeris. La direction juridique d'Imeris, c'est une 50aine de professionnels et c'est une direction juridique assez étendue puisqu'elle intègre la conformité, les assurances et la propriété intellectuelle. Donc ce sont des juristes qui sont principalement situés en région, donc Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud et divers pays européens. Ils sont proches du business, ce sont des juristes polyvalents. Et puis ce sont des experts, fusion et acquisition, gouvernement d'entreprise, financement, assurance, propriété intellectuelle, droit de la concurrence et conformité. Voilà l'organisation que nous avons. Et donc, en fait, en réalité, c'est à la fois une direction juridique et compliance et conformité, alors. Voilà. Je pense que dans d'autres entreprises, ça s'appellerait un secrétariat général. Voilà. Ça a le terme de direction juridique chez Imeris et ça nous va très bien. Parfait. Merci, Emmanuel. Jonathan. Merci, Christophe, également. Je suis ravi aussi de participer à cet entretien croisé et de le faire avec vous, Emmanuel. Alors aujourd'hui, donc moi je m'appelle Jonathan Marsh. Aujourd'hui, je suis directeur juridique de Art Consortium, qui est une start-up qui se spécialise dans la démocratisation de l'accès aux chefs-d'œuvre d'art. Alors, je pourrais rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué. Mais auparavant, donc, j'ai passé 25 ans à la direction juridique de Total, où j'ai suivi une carrière dans plusieurs directions juridiques. Au départ, j'ai créé une direction qui s'occupait des fusions-acquisitions, des financements de projets et des opérations de trésorerie. J'ai fait ça pendant une 15aine d'années. Et ensuite, j'ai été directeur juridique international de la branche aval de Total et de la branche énergie nouvelle. Et aujourd'hui également, je pense que je pourrais apporter un peu de perspective de par mon expérience comme président de ECLA, European Company Lawyers Association. Voilà. Donc également, je dirais que j'étais en équipe centrale pour s'occuper des opérations, on va dire, de haut de bilan, avec des juristes spécialisés, et également en branche avec des juristes éparpillés un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie, aux Amériques et en Europe. C'est très intéressant parce que tous les deux, vous avez, on va dire, une expérience de la fonction juridique au grand large d'une certaine manière, avec une implantation qui est internationale, voire mondiale. Alors ce que je vous propose, hein, comme je l'ai fait systématiquement lors des entretiens précédents, c'est qu'on aborde 4 chapitres. Le premier, c'est en quelque sorte la mission, la vision, la stratégie de vos directions juridiques et la place de la fonction juridique dans l'entreprise.
Et on voit d'ailleurs au fil de l'eau, au fur et à mesure des entretiens, que les positionnements peuvent être différents pour plein de raisons en fonction des directions juridiques et des entreprises. Le deuxième chapitre, si je puis dire, ce sont les opérations. On va en reparler dans quelques minutes. Le troisième, c'est la technologie ou les technologies. Et puis le quatrième, les équipes. Le talent des équipes, le management des talents. Parce que notre conviction depuis maintenant, nous, un certain nombre d'années, c'est que effectivement, il y a cette vague technologique qui est très forte et qui touche aussi, bien sûr, les directions juridiques et la fonction juridique en général. Mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, puisqu'en réalité, mais je pense qu'on va pouvoir en reparler très rapidement, ce qui fera toujours la différence, c'est les talents qu'on a dans les équipes, comment on attire les meilleurs, comment on garde les meilleurs aussi, et quelles perspectives on peut leur proposer. Alors sur le premier chapitre, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez fait pour aligner la vision, la mission, la stratégie de votre direction juridique avec celle plus globale de l'entreprise. J'imagine que ça y a dû avoir, où il y a un alignement. Comment vous y êtes pris et comment vous avez embarqué vos équipes dans cet alignement pour que chacun puisse avoir une bonne compréhension, comme on dit en anglais, de la big picture, et se dise je suis, moi, dans une équipe qui a une mission globale, même si mon rôle il est plus spécifique. Si vous voulez, peut-être que je vais parler sur plusieurs expériences, parce que aujourd'hui, la mission d'être juriste unique au sein du start-up, on est complètement imbriqué dans la stratégie des opérations. Et, enfin, bon, c'est complètement, on est complètement intégré avec la direction générale. Moi, je dirais peut-être dans mon rôle en tant que directeur fusion-acquisition opérations financières, c'était dans une époque où l'entreprise souhaitait embarquer sur une forte croissance externe qui comprenait des opérations d'acquisition, mais également des financements de projets hors bilan qui sont très très lourds à mettre en place, ce sont des opérations qui prennent plusieurs années. Et ce qu'on a constaté, c'était que on a commencé par regarder les équipes en place et voir est-ce qu'on était capable de mener à bien cette stratégie avec les juristes qui étaient là. Et le constat était malheureusement que non, on avait besoin de renforcer les équipes, vraiment de trouver des experts en fusion-acquisition et des experts en financement de projet. Et donc ça a demandé déjà de reporter, de communiquer ce constat à la direction générale et de convaincre la direction qu'il fallait embaucher et poursuivre une mise à niveau du service pour pouvoir atteindre les objectifs du groupe. Et puis, côté, on va dire, international, également, il y avait une envie de croître dans les pays en voie de développement. Et les moyens de cette branche d'activité n'étaient pas suffisants pour permettre l'embauche de juristes sur place. Et donc, la question, c'était comment est-ce qu'on va sécuriser les opérations sur le plan juridique sans juriste. Et donc, et là, c'est assez intéressant. En fait, la fonction juridique devait transmettre les éléments essentiels du juridique aux opérations, aux directeurs généraux de ces filiales, de ces petites filiales. Et donc, ça impliquait une formation régulière. Donc, tous les ans, on amenait les directeurs généraux qui étaient récemment nommés à Paris pour 3 jours de formation où on transmettait, on faisait vraiment en 3 jours les essentiels. Vous leur mettez le vaccin juridique. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est quelques exemples. Et de votre côté, Emmanuel? Alors, de notre côté, en arrivant chez Imerys il y a 2 ans,
je me suis vite rendu compte que la raison d'être, la vision et les valeurs étaient très fortes chez Imerys. Elles ont été construites quelques années auparavant avec un mécanisme bottom-up, donc vraiment chevillé au corps des collaborateurs et du coup de l'équipe juridique. En ce qui concerne la vision de la direction juridique, moi j'avais des convictions assez profondes et je les ai partagées avec mon codir, donc c'était il y a plus d'1 an maintenant, lors d'une réunion un petit peu longue, lors d'un petit séminaire que l'on a pu avoir, enfin une réunion de travail. Et je les ai articulées autour de celle d'Imerys. Je les ai partagées avec eux, donc cette vision qui s'articulait avec des engagements, 3 engagements spécifiques, et on les a retravaillés ensemble. Ça a été le moyen de s'assurer non seulement que c'était complètement aligné avec celle d'Imerys, mais que par ailleurs, c'était pas uniquement ma vision, mais on l'a adaptée de manière à ce que ça devienne vraiment celle de l'équipe managériale de la direction juridique d'Imerys. Donc on l'a travaillé entre nous, on l'a ensuite partagé auprès des différentes personnes de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment pour partager et insuffler au sein de la direction juridique cette vision propre qui est complètement alignée avec celle de l'entreprise. Et puis, pour permettre cet alignement, le processus, finalement, il est quand même assez simple. C'est que annuellement, l'entreprise va décliner ses objectifs budgétaires, quantitatifs et qualitatifs, qui sont en ligne avec son plan d'affaires. Lors d'une réunion annuelle, qu'elle soit lors d'un séminaire avec équipe complète ou bien lors de différentes réunions d'équipe, on va revenir sur ces grands principes qui sont très forts chez Imerys, sur la vision de la direction juridique, sur ces objectifs du plan d'affaires et budgétaire de l'année en cours, et que l'on va complètement décliner. C'est-à-dire que notre feuille de route de la direction juridique est complètement alignée sur ce qui est partagé par la direction générale au niveau de l'entreprise. Donc il y a un alignement complet, et c'est ce que je fais depuis 2 ans chez Imerys, et ce qui nous permet aussi de mesurer nos succès aussi à la fin de l'année, parce qu'ils sont complètement déclinés par rapport à ceux de l'entreprise. On reparlera tout à l'heure justement de la façon dont, parce que ça reste, je pense, encore un peu parfois le Graal pour les directions juridiques, hein, de comment évaluer réellement le rapport à la performance de la boîte, ou comment est-ce qu'elle contribue en réalité à l'entreprise, à ce que l'entreprise crée de la valeur. L'autre question que j'avais envie de vous poser, c'est justement par rapport à cette stratégie, cette vision, etc., quelles astuces vous avez, quels moyens vous utilisez pour vous assurer que la fonction juridique, elle est à la bonne place dans l'entreprise, au-delà des organigrammes, au-delà de tout ce qui est structuré. Est-ce qu'il y a, bon, voilà, il y a peut-être des choses qui sont plus, j'allais dire, implicites, je ne sais pas. Ça passe quand même un petit peu par le structurel, parce que ce qui facilite énormément et qui est au-delà de l'astuce, c'est le positionnement de la direction juridique. Et d'être connexe. Et d'être COMEX. Imerys est une entreprise qui, depuis de nombreuses années, a positionné la fonction juridique au bon niveau, puisque depuis des années, le directeur juridique ou la directrice juridique est membre du comité exécutif. Ça crée une véritable différence. Alors, les astuces, ça va être, par exemple, quelques fois par an, d'inviter au comité exécutif un des directeurs pour présenter, alors quelques exemples, la stratégie en matière de propriété intellectuelle, pour vraiment aligner
pas simplement les équipes opérationnelles, mais vraiment aligner la direction sur nos objectifs et puis de mesurer ensuite les réalisations. Ça peut être de présenter à la fois les réalisations en matière de renouvellement des programmes d'assurance ou des objectifs parallèles que l'on peut avoir pour mieux protéger l'entreprise. En matière d'éthique, de venir y présenter régulièrement le rapport du comité éthique. Mais ce sont des idées. Oui. C'est de pouvoir régulièrement permettre à des juristes d'avoir la possibilité de venir présenter un sujet spécifique, mais qui pourrait être réglementaire. On a parlé récemment du devoir de vigilance. Voilà, ce sont des exemples. Une autre astuce, mais encore une fois, elle passe par l'organisationnel quand même, c'est que du fait de ce positionnement de la direction juridique, on l'a dupliqué au niveau des business activities. C'est-à-dire que chaque business activity a une management team et avec un juriste au sein de cette management team. D'accord. Donc voilà, c'est une grosse astuce, mais ça marche bien. Oui, parce que, juste pour rebondir très très rapidement, et avant de laisser Jonathan également réagir, c'est peut-être pas le but premier, mais quelque part par voie de conséquence, c'est aussi un moyen de valoriser vos managers juridiques, de les mettre à l'épreuve du feu, parce qu'un COMEX, on sait que c'est parfois compliqué, on n'a pas le temps, il faut être straight to the point. Oui, mais ça leur permet justement d'adapter leur message en fonction des interlocuteurs. C'est évident que le même sujet ne sera pas présenté de la même manière à un comité exécutif qu'à une réunion plénière ou d'experts de la direction juridique. Mais c'est très formateur aussi. Ah oui, on connaît tout ça. Je vais passer devant le COMEX. Bon, Jonathan. Oui, alors je pense que pour les feuilles de route, effectivement, j'ai connu cet exercice de transposer, de participer à la transposition des feuilles de route à la fonction juridique. Et une façon, je pense, de faire adhérer les équipes, c'est de leur demander, en fait, de proposer eux-mêmes les initiatives et ensuite de traduire cette feuille de route en objectif pour les différents membres de l'équipe. Exactement. Donc ça, c'est super intéressant, je pense, l'exercice, parce que c'est, évidemment, il y a le top-down qui est la feuille de route qui vient de la direction générale, et puis il y a la transposition à la fonction juridique qui... Voilà, et pour faire adhérer les équipes, ils participent pleinement à ce processus. Une autre façon, alors, ce n'est pas toujours le cas que le directeur juridique est membre du COMEX, malheureusement. Je pense que c'est même moins de la moitié des sociétés cotées en France qui sont dans ce cas de figure. Ce que nous avons fait pour essayer de garder le contact au plus près des différents membres du COMEX, à tous les niveaux, en branche et à la holding, c'est de préparer des points réguliers. C'est-à-dire de vraiment bloquer dans l'agenda pour toute l'année des points réguliers avec les différents membres du COMEX pour pouvoir attirer leur attention à des sujets juridiques qui devraient prendre en compte dans les différentes opérations, mais également d'obtenir de leur part un peu de visibilité sur quels sont les grands dossiers qui vont tomber, quelles sont les modifications à la stratégie effectivement qui vont venir, qui ne sont pas encore annoncées, et d'avoir un peu pouvoir regarder plus loin, avoir une vision plus claire de la direction dans laquelle la société va tourner pour pouvoir préparer ensuite les équipes et les informer. Peut-être une question bonus, si je puis dire. Toi qui as été président et qui est président d'Honneur d'Éclat, donc avec cette vision de des directions juridiques dans des pays différents, de cultures juridiques différentes, de tailles différentes, etc., est-ce que tu as pu, en quelques mots, observer des différences notables ou notoires en fonction des pays, par rapport au point qu'on vient d'aborder, ou en réalité, ce n'est pas tant une question de pays qu'une question d'entreprise et de culture d'entreprise?
Bon, au risque de, voilà, de mettre les pieds dans le plat un petit peu, je pense que la France a toujours cet historique de, voilà, de mettre les fonctions juridiques un peu de côté, et c'est en train de changer, hein, évidemment. Et pas chez Ineris, Non, mais ce que j'entends d'Emmanuel est très, c'est inspirant. Mais je pense que ce n'est pas le cas globalement en France, et je pense que les pays nordiques sont beaucoup plus en avance, ainsi que les pays anglo-saxons, sur ce plan de figure. On ne peut pas imaginer venir à une négociation avec une équipe nordique ou anglaise, par exemple, sans les juristes, alors que c'est encore le cas dans certains pays, je veux dire, du Sud. Alors justement, tu faisais référence aux pays anglo-saxons ou anglo-américains, qui sont parfois, voilà, qui font des choses avant nous et on les fait après. Parfois c'est un exemple, parfois ça ne l'est pas, mais bon, c'est un autre débat. Ça me permet de passer un petit peu au deuxième sujet, au deuxième chapitre, pour qu'on soit dans les clous, dans les temps de notre échange, sur les legal operations. Donc, pour faire simple, hein, et avant de vous passer la balle, je pense que pendant longtemps, alors en France et pas que, bon, quand on est expert du droit, praticien du droit, en entreprise en particulier, ce qui compte avant tout, c'est son expertise, la substance de son expertise, et on est très axé là-dessus, ce qui est normal, de rendre des avis, des suggestions, des recommandations, des conseils juridiquement solides. Après, c'est un service, entre guillemets, comme un autre, donc il s'agit de le délivrer le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles, par rapport aux attentes de ses clients internes. D'où ce mouvement de Legal Operations, qui est arrivé en France petit à petit. Alors ma question elle est la suivante pour tous les deux. Comment vous avez ou vous faites dans vos directions juridiques respectives dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous avez mis en place de particulier? Est-ce qu'il y a une attention particulière qui est portée? Ou voilà, ça fait partie de vos activités, c'est bien dans la culture et dans l'état d'esprit depuis longtemps. Parce que, voilà, et pour terminer, sachant que pour les juristes, même si c'est toujours important de rendre des avis juridiques de qualité, le quick and dirty parfois qui est nécessaire, c'est pas trop dans les mentalités. Bon, Legal Operations, on a commencé avec la mise en place, je parle toujours de Total, il y a une quinzaine d'années, ou même plus, je pense. Oui, c'était plutôt en avance. Une équipe de knowledge management qui s'est transformée un peu en Legal Operations. Mais il y a tellement d'initiatives qui ont été testées, à commencer par une cartographie. Une vraie cartographie des risques, pour permettre ensuite justement de mettre les ressources là où c'était le plus important. C'est un exercice qui a pris un certain temps. Ensuite, alors on a testé des outils de gestion de documents. Ça n'était pas un très très grand succès, je dirais, parce que les juristes ne voulaient pas adhérer. Je pense que la gestion du changement n'était pas réussie. Et également, je pense que l'outil, en fait, en mettant en place l'outil, justement, on demandait l'avis aux différentes directions juridiques, et chacun voulait rajouter un petit un petit élément à l'outil. C'est devenu tellement lourd à la fin que c'était juste pas pratique. Mais je pense que c'était presque trop en avant. Les outils aujourd'hui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus faciles à utiliser. Mais je pense que il faut faire du 80-20. Il faut un outil qui fait le job, mais pas forcément un outil parfait. L'autre, je pense qu'un autre élément, mais ce n'est pas tellement legal tech, c'est une question
de savoir comment est-ce que les dossiers sont traités avec les opérationnels. Est-ce que les dossiers sont traités en temps et en heure? Est-ce que il y a des relations entre l'opérationnel qui commande un service juridique et le service juridique? Parfois, il y a des anomalies qui se développent et ce qu'on constate, c'est que parfois, il faut changer le comportement de l'opérationnel pour améliorer le service juridique et fluidifier un petit peu les processus. Des sondages, des questionnaires qu'on peut utiliser pour apprendre quelles sont les forces et faiblesses de la fonction juridique. Ça, c'est très important. Et ça, je pense que c'est une partie des Legal Ops, c'est d'essayer d'identifier les forces et faiblesses et ensuite ajuster le déploiement des ressources, parce que le directeur juridique n'a pas le temps de faire tout ce travail et ne va pas constater automatiquement. Voilà. Donc, d'avoir un service qui s'occupe vraiment de l'opérationnel pour améliorer ensuite l'efficacité, je trouve que c'est très important. Avant qu'Emmanuel réagisse, ce que je me permettrai d'ajouter, c'est que je dis le directeur ou la directrice juridique n'a pas le temps, les juristes généralement non plus, voire n'en ont pas envie ou n'ont pas les compétences pour le faire. D'où le développement. Alors je sais que toutes les DJ n'ont pas forcément, même des DJ d'une certaine taille, une fonction Legal Ops. Et donc chez Imerys. Et donc chez Imerys, encore une fois, j'ai beaucoup de chance parce que mes prédécesseurs, alors je ne sais pas s'ils étaient dans les premiers, mais en tout cas, moi je considère qu'ils ont été quand même assez dans la première vague de sociétés qui ont créé la fonction Legal Ops au sein de la direction juridique. Ça remonte il y a 5 ans, je pense, peut-être 5-6 ans. L'objectif premier, c'était vraiment de revoir, enfin, d'optimiser les processus et les outils, de manière à mieux maîtriser les risques et à trouver une certaine efficacité de fonctionnement de la direction juridique. Donc ça, c'est un gros travail de fond qui a été fait, qui a été sur un processus budgétaire, sur des procédures, sur certains outils. Bon, mais les outils d'il y a 5 ans sont aujourd'hui presque obsolètes, alors que il y a 5 ans, c'était c'était le must. Oui. Voilà. On en reparlera après, mais c'est vrai que les technologies peuvent vite évoluer. Et être presque obsolètes. Cette fonction Legal Ops, elle est pour moi capitale. Donc au sein de l'organisation de la direction juridique, elle fait partie du comité de direction de la direction juridique, au même titre que les directeurs juridiques de région, au même titre que la directrice conformité, au même titre que... Donc c'est dans l'organigramme. C'est dans l'organigramme. Elle me reporte directement. Bien évidemment, elle profite de tout ce qui a été mis en place au cours des 5 dernières années. Les axes prioritaires que l'on a déterminés ensemble pour les années à venir, c'est d'une part le rôle de l'intelligence artificielle pour permettre une meilleure efficacité du fonctionnement de la direction juridique. Je peux revenir dessus après. On va en parler, oui. Et le deuxième, c'est sur la communication de la direction juridique. L'intelligence artificielle, c'est pas forcément un objectif pour l'instant, c'est plus une recherche, une ambition de voir ce que... C'est un chemin. Et c'est clairement à moyen terme. Et la communication, au sens large, communication au sein de la direction juridique, parce que c'est ce qui va permettre de fédérer et de développer un esprit d'équipe au sein de l'entreprise, pour diffuser cette culture juridique et pour permettre aussi d'influencer, de soutenir certaines décisions stratégiques, et puis
ensuite, en externe aussi, pour pouvoir voilà, créer et diffuser notre culture, notre vision, nos valeurs, dans un objectif aussi d'attraction, d'attirer des talents au sein de la direction juridique d'Imerys. Voilà. C'est un petit peu le triptyque de communication. D'accord. Et alors, alors, quitte à simplifier un petit peu, mais si vous deviez prendre trois critères, trois paramètres, vous permettant de dire les opérations que la direction juridique délivre pour l'entreprise fonctionnent bien, ça serait quoi ou c'est quoi? Alors sans encore parler d'indicateurs de performance, mais on en reparlera très très vite juste après, ça serait quoi pour vous deux les deux, trois grands metrics, grands indicateurs qui vous permettent de dire nos opérations juridiques sont au bon niveau et fonctionnent bien? Ou fonctionnent pas bien? Enfin bon, moi je voyais ça de façon optimiste. Moi, je pense que le départ, c'est quand même la réalisation des opérations en temps et en heure, avec une adéquation entre l'apport de l'opération et le risque que l'on prend avec la documentation juridique qu'on a réussi à mettre en place. Ce qui renvoie à ce que tu évoquais il y a quelques minutes sur attention de ne pas avoir une disproportion, une mauvaise allocation des ressources, de mettre des ressources démesurées sur quelque chose qui a faible risque et inversement. Oui, c'est-à-dire que le juriste doit écouter aussi l'opérationnel, c'est-à-dire moi je veux une clause d'exclusion de responsabilité en béton et ça bloque l'opération et il faut qu'on regarde les enjeux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette clause que moi j'aime bien en tant que juriste, hein, et donc le risque c'est que le juriste dit ou prend la position que cette clause ou cette partie de l'opération est vitale et essentielle pour la fonction juridique, alors que peut-être que ce n'est pas vraiment le cas. Peut-être qu'on peut accepter de prendre un peu plus de risques dans telle opération. Bon. Que la perfection pour le juriste n'est pas forcément celle du point de vue du dirigeant de BU ou de... Et pour revenir à ce que vous disiez, hein, mais sans rentrer sur les metrics, je pense que c'est d'avoir de constater que le juriste passe la grande majorité de son temps sur des missions à valeur ajoutée ou à forte valeur ajoutée, et pas sur des tâches qui peuvent être traitées de manière différemment. Pour moi, c'est ce qui permettra de mesurer que les opérations de la direction juridique fonctionnent bien. Alors, c'est pas facile à appréhender. Non, hein, mais justement, mais si on a cette conviction-là, je me dis que voilà, on peut s'en satisfaire. Et c'est pas forcément le cas quand les outils deviennent obsolètes et n'apportent pas l'aide que l'on pourrait avoir. Hein. Donc je pense que c'est un travail constant, en fait. On n'y arrive pas à un moment donné, on doit y rester en permanence. C'est un chemin, vous le disiez, ou Jonathan, je ne sais plus. Alors justement, vous me tendez une perche, hein, concernant voilà, le fait que les juristes, au maximum, doivent être dédier leur travail aux missions et aux tâches à plus haute valeur ajoutée. Comment vous faites pour expliquer à votre COMEX ou votre CODIR, enfin bon, à l'organe qui est le plus à même de prendre des décisions en la matière, que vous avez justement contribué à la valeur de la boîte de telle ou telle manière? Alors on sait qu'il y a des métriques qui sont plus ou moins faciles que d'autres. Quand on dit cette année, alors je dis n'importe quoi, hein, si on compare à l'année dernière, on a été à vos côtés dans 250 contrats. Oui, ça c'est bien, alors que l'année dernière c'était 200. Mais ça, c'est pas un indicateur de performance, c'est un indicateur d'activité. Ah oui, on est productif, mais productif pour faire quoi? Donc c'est quoi pour vous alors là encore les grands métriques qui arrivent à convaincre vos dirigeants que la fonction juridique elle est contributive?
Ça, c'est la question à... J'allais dire, je ne sais pas combien de zéros, mais c'est le budget de la direction juridique. Hein. Oui, oui. Bon, d'abord, je voudrais dire que pour moi, les metrics évoluent. Il y en a peut-être qu'on va garder tous les ans, mais il y en a d'autres qui vont évoluer dans le temps, notamment avec l'évolution des outils et la modification de ce que voilà les tâches qui vont être assumées par la fonction juridique. Je donne un exemple. Si on prend le volume des contrats traités, si on dit voilà, on a traité 1000 contrats cette année, mais grâce aux Legal Operations, on a regardé comment ces contrats ont été établis, rédigés, négociés, et on constate que en créant un playbook détaillé avec des réponses à ce que des propositions de clauses de réponse à des demandes que les parties en face peuvent demander, et on donne ces playbooks avec une formation aux opérationnels leur permettant de négocier et de rédiger des contrats eux-mêmes, et on va réduire de 1000 à 500 ou 200 ou 100 contrats traités par le juridique. Et la direction générale il faut pouvoir leur expliquer que oui, on réduit le volume, mais regardez comment on a rendu le service plus efficace, et les 2 juristes qui faisaient les 1000 contrats sont maintenant affectés à des activités à plus haute valeur ajoutée. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste regarder les KPI, il faut expliquer. C'est comme les comptes audités, on va regarder les chiffres, mais peut-être qu'il y a des éléments exceptionnels qu'il faut expliquer dans le rapport annuel pour expliquer le changement de chiffre. Et alors vous, Emmanuel, sur quoi justement on vous attend le plus Alors, je reviens quand même sur les fameux indicateurs de résultats de la direction juridique. Moi, je crois que je les cherche encore. Je crois que je les cherche encore. Et surtout de trouver ceux qui sont pertinents et pour le fonctionnement de la direction juridique, qui sont aussi pertinents pour la direction générale, et qui ne rajoutent pas une charge de travail inutile à la direction juridique pour les comptabiliser. Donc honnêtement, je crois que ceux-là, je les cherche encore. Qu'est-ce que j'utilise ? Bon, déjà, il y a le respect du budget de la direction juridique, qui là nous occupe beaucoup, à la fois le budget que l'on va obtenir en début d'année et celui que l'on va respecter en fin d'année. Donc ça, c'est un indicateur qui est important pour l'entreprise, donc on y attache de l'importance. Après, il ne démontre pas nécessairement la valeur que l'on crée. Non. Un autre indicateur que l'on va regarder et que l'on va suivre, et qui permet de voir comment est-ce qu'on se positionne, c'est l'évolution aussi des provisions pour litige, parce que ça peut démontrer qu'on arrive finalement à bien les clôturer, mais ça peut aussi démontrer que la gestion des risques est peut-être suffisante aussi, parce que cette provision peut être amenée à ne pas augmenter ou à baisser. Et après, l'outil que je trouve intéressant au sein de la direction juridique, mais il ne peut fonctionner que s'il y a une communication satisfaisante, et pas uniquement à mon niveau, mais au niveau de chacun juridique, c'est de pouvoir communiquer, et de communiquer sur le rôle de la direction juridique au niveau de chaque réalisation finalement. Le chiffre d'affaires est réalisé bien évidemment parce que des équipes commerciales sont allées en décrocher des contrats, mais aussi parce qu'il y a des équipes juridiques, des équipes juridiques business qui sont là aux côtés des opérationnels pour les aider à les négocier, ou parce que on a réussi à sortir les NDA. Donc c'est plutôt autour de ça que j'essaye de positionner l'action de la direction juridique. C'est pas évident parce que c'est assez diffus, mais en tout cas c'est vers cela que je tends.
J'ai pas encore C'est un chemin aussi. Voilà, je suis au milieu du chemin, en fait. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé il y a quelques mois au sein du club à l'occasion d'un webinaire. Pardon. Sur le fait qu'effectivement, sur l'apport ou la contribution de la direction juridique à la création de valeur ou à l'évitement de destruction de valeur, il y a effectivement des domaines ou des dimensions qui sont, je ne sais pas que c'est simple, mais bon, qui sont plus évidentes que d'autres, comme les provisions pour risque judiciaire, etc., l'IP. Et tout le monde s'accordait un petit peu à dire, en fait, là où on a vraiment, on ne sait pas trop encore pour l'instant, mais il faut qu'on discute, il faut qu'on cherche, c'est la contribution de la DJ au transactionnel. Ça représente quoi? Est-ce qu'on peut l'évaluer? Est-ce qu'on peut le quantifier? Bon. Et la contribution de la DJ à la réputation, à la protection de la réputation de l'entreprise, sachant que le goodwill, ça s'évalue, il y a des instruments financiers pour le faire. Voilà, c'était un petit peu ce qui s'était dit. On peut peut-être ajouter un indicateur de satisfaction de la part des clients internes. Oui, oui, tout à fait. Oui. Après, il reste à savoir comment c'est évalué pour que le client interne ne note pas ni à la tête du client, ni bon, il est gentil avec moi, je caricature, mais bon, c'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord sur des objectifs communs et on évalue conjointement les objectifs. On arrive ça à le mesurer finalement quand on voit comment le juriste est intégré auprès des opérationnels. Un opérationnel satisfait et heureux, c'est quelqu'un qui va mettre à bord le juriste dès le début et qui va lui permettre de suivre un projet, un dossier de A à Z. Souvent, lorsque le juriste est contacté pour intervenir de manière un peu ad hoc, un peu dernière minute, pour valider que les clauses sont bonnes, ça peut être une question de culture, mais ça permet quand même de mesurer l'adéquation et le mode de fonctionnement entre le business et le juriste. Alors dans les 10 minutes qui nous restent, oui, 10 petites minutes même, ce que je vous propose, c'est qu'on traite les deux piliers qu'on n'a pas encore vraiment évoqués, un petit peu en filigrane quand même. Là, on était beaucoup sur des questions organisationnelles, structurelles, mais qui sont très importantes, parce que si ça n'est pas là, le reste ne pourra pas fonctionner correctement. C'est digitalisation, technologie et les talents des équipes. Alors, Emmanuel l'a évoqué tout à l'heure, a parlé un petit peu d'IA. Est-ce qu'il y a au sein de votre DJ, alors ça se résout pas d'ailleurs, ça se résume pas seulement à l'IA, mais un plan de digitalisation? Est-ce que ça s'inscrit dans un plan plus global de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une feuille de route? Est-ce que vous êtes plus avancé que vous ne l'étiez il y a 2 ans, 3 ans? Est-ce que vous êtes plus avancé encore dans 2, 3 ans? Ça, c'est pour le volet tech, et puis on parlera après en conclusion un peu des équipes. Alors, on a un plan de digitalisation qui est réévalué chaque année. Et l'ajout de nouveaux projets va dépendre du niveau d'avancement des précédents. On a la chance d'avoir une équipe IT qui est très présente. Et au final, nos projets de digitalisation sont considérés comme étant tout aussi importants que ceux d'autres équipes. Donc, à nous quand même de défendre que nos projets sont les bons. On a obtenu l'année dernière un budget pour changer notre outil de CLM, le précédent étant complètement obsolète. Donc on a obtenu le budget. C'est un outil avec beaucoup d'IA embarqué. Les équipes IT sont au quotidien dans l'équipe projet pour le mener à bien. Mais on a réussi à démontrer que c'était important pour la direction juridique, mais c'était important aussi pour les équipes opérationnelles, parce que ça allait permettre de faire gagner du temps à tout le monde. Un exemple, mais c'en est qu'un, et après je ne rentrerai pas dans le détail, c'est de pouvoir, avec un outil nouvelle génération, de permettre d'avoir un self-service pour certains types de contrats. Alors aujourd'hui, on est bien pour les NDA, et on travaille pour voir s'il y a d'autres types de contrats qui permettent d'être en self-service, et c'est gagnant-gagnant.
le juriste sait que seuls les modèles et les possibilités validées par la direction juridique sont dans l'outil, et l'opérationnel sait qu'il peut déjà commencer à travailler sur le contrat sans avoir à attendre la disponibilité d'un juriste, parce que c'est beaucoup plus automatisé. Et c'est un outil qui permet voilà, de déterminer si les clauses sont complètement acceptables, si voilà, il faudrait quand même faire appel aux juristes pour les regarder, ou si c'est un no-go complet. Voilà, ça marche très bien avec l'NDA aujourd'hui, et on doit entraîner l'outil pour d'autres types de contrats. D'accord. Et alors, sans que ce soit tarte à la crème, parce que pour revenir à l'IA, les choses qui marchent très bien sans IA et pour lesquelles l'IA n'apporterait pas forcément une valeur de qualité ou de rapidité, bon, à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'en utiliser, mais est-ce que dans votre feuille de route technologique, on va dire, il y a une place particulière qui est occupée par l'IA ou c'est un élément, un facteur parmi d'autres? Non, il y a une place importante et qui s'intègre dans un comité de pilotage au niveau groupe. Moi, j'ai la conviction que la fonction juridique est une fonction qui peut avoir, enfin qui est une bonne fonction pour développer un outil d'intelligence artificielle. Nos équipes IT en sont convaincues aussi. Et c'est la raison pour laquelle ils collaborent beaucoup avec nous aussi. Après, je reste prudente par rapport à ce que l'IA peut faire. Je pense que je serais convaincue si on arrive à faire en sorte que l'outil qui est développé en interne d'IA générative et que le comportement des juristes aboutit à ce que chaque juriste dispose, grâce à l'IA, d'un stagiaire qu'il va devoir superviser. Voilà. Je pense que si on arrive là, ça sera déjà un premier pas. On teste. Voilà. Mais ça dépend de l'outil et ça dépend du juriste aussi. Et puis du cas d'usage. Et du cas d'usage, exactement. Ouais. On avait, et justement, on travaille sur les cas d'usage de manière à pouvoir encadrer cette utilisation. Merci Emmanuel. Et pour toi, Jonathan? Moi, je dois dire que je suis plutôt en phase d'expérimentation de ces différents outils. Je suis convaincu que nous allons réussir à rendre les fonctions juridiques beaucoup plus efficaces avec, par exemple, l'utilisation des assistants IA qu'on peut joindre à chaque juriste, permettant, avec le temps, d'identifier voilà, les meilleurs fonctionnements des équipes ou les dysfonctionnements. Aussi, pour pouvoir cartographier un petit peu les vraies interactions, parce qu'en fait, nous avons la hiérarchie dans un groupe et nous avons également, n'est-ce pas, les vraies interactions qui peuvent être tracées de façon automatique avec l'utilisation de ces assistants virtuels. Et la puissance de l'information qu'on pourrait obtenir et pour faire des ajustements dans les équipes, je pense on n'a pas encore imaginé ce que ça peut donner. Et puis, évidemment, nous avons les questions de deep data, enfin big data. Si on commence à utiliser ces outils pour prédire le résultat des contentieux, permettant effectivement de réduire les frais d'avocat en proposant une transaction dans une affaire qu'on va certainement perdre, ou à l'inverse, aller jusqu'au bout parce qu'on est convaincu, en regardant les datas, que ça vaudrait le coup d'investir dans ces frais d'avocat. Évidemment, effectivement, la rédaction des contrats, je pense que dans quelques années, on ne va pas pouvoir se passer de ces outils pour rédiger.
assurer la conformité avec les différentes législations, parce que maintenant il y a des outils qui vont regarder, en Europe c'est intéressant, j'ai un modèle français, je l'applique en Italie, l'outil peut identifier les différences tout de suite entre la législation française et italienne, et proposer également des modifications pour permettre au contrat d'être en conformité avec les politiques internes qu'on a données pour instruire l'IA. Enfin, ça va être propre à chaque entreprise. Donc, je pense qu'il y a des... je pense qu'on ne peut pas encore... On est au début. Ouais. Après, pour revenir à ce que tu évoquais sur la capacité prédictive, moi, j'aime pas trop le mot, mais bon, peu importe. Il y a quand même le risque par rapport à ça, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler une autre fois, je pense, de passer à côté de ce qu'on appelle, vous savez, le signe noir. C'est-à-dire, le signe noir, on ne l'a jamais vu. Pour autant, il peut exister, donc on est vraiment dans une logique de gestion des risques, mais à partir du moment où on travaille avec des outils ou des solutions technologiques, en fait des logiciels, parce qu'à l'arrivée, ça n'est que du logiciel, qui sont basés sur une approche statistique et probabiliste. Comment on fait pour ne pas passer à côté peut-être du 1%, mais qui pourrait être dévastateur pour un deal ou pour la boîte. Ça, je pense que c'est un des enjeux aussi, si on veut gérer des grandes masses, de ne pas passer à côté du signe noir. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises les juristes, les talents, etc. Pour vous, j'essaie de résumer plusieurs questions d'une seule, dans les 3 ans qui viennent, parce que raisonner à plus de 3 ans, je pense que c'est de plus en plus compliqué, même 3 ans c'est déjà bien. C'est déjà long. Hein. Alors, dans les 2 ans qui viennent, c'est quoi pour vous les grands enjeux par rapport à la gestion des talents des équipes juridiques, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans la conservation des talents dans les équipes, la valorisation des carrières professionnelles, les opportunités qu'on peut offrir, surtout pour les générations qui arrivent sur le marché du travail, et ça toutes les études le montrent, qui vont être plus volatiles, avoir des envies plus rapides d'aller voir ailleurs au grand large. Donc comment vous voyez ces enjeux-là et comment vous les adressez, Emmanuel et Jonathan? Moi, je peux parler de mon expérience passée plutôt. Ce que j'ai pu constater, enfin ce qui fonctionne assez bien, c'est de pouvoir leur présenter un plan de carrière avec plusieurs options. La capacité, il y en a beaucoup qui souhaitent évoluer vers des fonctions en dehors du juridique. Je pense que une société devrait pouvoir permettre aux juristes d'évoluer. Ce que tu disais, effectivement, les nouvelles générations ne souhaitent pas forcément passer 40 ans dans la fonction juridique. Il y en a qui souhaitent faire un peu de communication, relations investisseurs, être gestionnaire de projet, faire pourquoi pas un peu de finance. Moi, j'ai vu des juristes qui ont pu évoluer vers ces fonctions grâce à des formations offertes par l'entreprise ou leur propre formation avant qu'ils viennent en entreprise. Donc je pense qu'il faut faciliter ces possibilités d'évolution de carrière et puis effectivement valoriser en interne et en externe leur contribution pour qu'ils voient aussi qu'il y a un sens à leur contribution juridique. Donc pour conclure la question que je pose systématiquement aux membres du club lors des entretiens croisés, si vous n'aviez pas été aujourd'hui directrice ou directeur juridique, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Ça aurait été quoi votre profession rêvée? Eh bien pour moi, je pense que j'ai un esprit analytique, mais aussi un grand intérêt dans les relations internationales. J'ai commencé avec sciences politiques, mes études, et donc j'aurais aimé intégrer un corps diplomatique, tout simplement, ou éventuellement j'ai un grand intérêt pour l'histoire. J'aurais peut-être pu devenir professeur d'histoire, par exemple.
Eh bien, moi, quand j'ai débuté mes études de droit, je me dirigeais pas du tout vers le droit des affaires. J'avais vraiment cette envie de rejoindre l'ONU. Et puis, c'est probablement une prise de conscience d'une certaine réalité qui faisait que les décisions étaient probablement plus politiques que juridiques, et qui m'ont voilà, éloignée de cette voie par crainte probablement d'en être un peu frustrée. Mais ça reste toujours voilà, au fond de moi avec voilà, quelque chose qui aurait peut-être été possible à un moment donné, mais c'était un petit peu voilà, mon envie mon envie de jeunesse. Voilà. Mais bon, manifestement, l'un comme l'autre, voilà, vous avez beaucoup de plaisir et d'enthousiasme à exercer ce métier dans les entreprises différentes d'ailleurs, parce que tous les deux, vous avez eu des parcours professionnels pour être là où vous êtes aujourd'hui. Je vous remercie encore infiniment d'avoir d'avoir accepté de partager avec tout le monde, parce que les entretiens, en fait, les vidéos ne sont pas réservées qu'aux membres du club, elles sont diffusées plus largement et disponibles très largement. D'avoir partagé un petit peu votre vision, ce que vous faites, quels sont vos tips, comme on dit en anglais. Merci beaucoup à tous les deux encore. Merci encore Emmanuel de nous avoir accueillis dans les locaux d'Imeris. Et puis je dis à bientôt à celles et ceux qui vont nous regarder, en leur souhaitant une bonne écoute et un bon visionnage de cet entretien, et en leur disant à la prochaine fois pour un autre entretien du club.